Bonjour, mon invité aujourd'hui est le général Richoux. Bonjour général. Bonjour Pascal. On va bien sûr parler de la guerre en Iran, des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Alors, à partir de quand on pourra dire objectif atteint de la part d'Israël et des États-Unis? Et est-ce que c'est d'ailleurs le même objectif de part et d'autre? Eh bien, on pourra dire objectif atteint déjà quand on saura véritablement l'objectif global de ce que veulent les Américains et les Israéliens. Je crois que l'objectif américain n'est pas très clair. De temps en temps, c'est les missiles, de temps en temps, c'est le nucléaire. On parle de la chute du régime, mais ça n'a jamais véritablement été clairement exprimé. Je crois que l'objectif d'Israël est beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'Israël est en guerre depuis 47 ans avec l'Iran. Dans la constitution de l'Iran, il y a la destruction de l'État d'Israël, et donc eux, ils sont fondés, j'allais dire, beaucoup plus à engager une opération qui est pour leur peut-être pas de leur survie, parce que c'est la plus grande puissance du Moyen-Orient, mais au moins pour diminuer, amoindrir considérablement un adversaire systémique depuis toutes ces années. Et je pense qu'il y a quand même une différence entre les buts américains, qui sont plus pragmatiques, et puis avec Donald Trump, on ne sait jamais quand il se lève le matin ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, et Netanyahou, qui a un objectif très clair, qui est que l'Iran, demain, ne soit plus une menace pour Israël. Mmh. Alors, est-ce que c'est Israël qui a entraîné les États-Unis ou deux versions différentes? Marco Rubio qui abonde un peu dans ce sens et Donald Trump qui dit non, non, c'est moi qui ai décidé tout seul. Oui, alors, dans ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils se sont fait prendre un petit peu la main quand même. Alors, on peut se tromper, hein, je veux dire, on n'est pas dans le secret des conversations, mais depuis Donald Trump, on a toujours vu qu'il voulait s'engager dans des conflits ou bien dans des opérations qui soient courtes, qui soient décisives. On l'a vu euh, en juin dernier avec le nucléaire iranien, c'était une passe. Ensuite, il a retenu le bras des Israéliens, il a dit c'est fini. Et il y avait quelque chose de raisonnable là-dedans, qui était de ne pas se laisser entraîner dans un engrenage et dans un enlisement tel que les Américains l'ont vu déjà en Irak et puis bien entendu au Vietnam. Voilà. Mmh. Et il a fait la même chose au Venezuela, c'est-à-dire qu'il a enlevé Maduro, mais il n'a pas retiré le régime, vénézuélien, qui est toujours en place aujourd'hui, même s'il est peut-être un petit peu plus accommodant, on ne le sait pas. Donc jusque-là, il nous avait habitués à quelque chose de court, et on s'attendait à quelque chose de court, de décisif. Il est plus dans le slogan, dans le médiatique, c'est-à-dire je suis arrivé, j'ai vu, j'ai vaincu. Oui, parce qu'il aurait pu tuer l'ayatollah Khamenei, il dit comme pour Maduro, c'est fini. Voilà, il aurait pu dire ça, et visiblement, c'est là que je dis que les Israéliens peut-être l'ont convaincu d'aller plus loin, avec cette contradiction de vouloir aller plus loin. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, avec une force qui est essentiellement une force aéronavale et qui n'a pas de force terrestre. C'est-à-dire que si on veut mettre le régime iranien par terre, il est évident qu'à un moment donné, il faut prendre Téhéran, parce que un régime que l'on veut conquérir, ou un pays que l'on veut conquérir, c'est forcément à un moment conquérir sa capitale. Si on ne conquiert pas sa capitale, eh bien on reste comme ça, un petit peu entre deux eaux, et ce sont des objectifs inachevés. Donc pour le Pour moment, l'instant, c'est pas prêt parce que quand il y a eu la guerre d'Irak en 2003, il y a une préparation, il y a une concentration de troupes, ils étaient prêts à intervenir. Là, on ne voit pas où sont les éventuelles troupes qu'on pourrait envoyer sur le sol. il n'y en a pas, ou alors il y a peut-être quelques Marines à bord des bâtiments, mais 2003, les troupes ont commencé à s'amasser depuis le mois d'août Ouais. 2002. Hein, puisque moi j'étais à l'époque au Kosovo, et j'ai en mars 2002 un officier américain qui était sous mes ordres, qui devait rester jusqu'en octobre, novembre, et qui me dit: Sir, je pars en août à la guerre en Irak. Alors on était encore en plein milieu des négociations, vous imaginez. Oui, parce que la guerre, c'est au mois de mars. Et on était en mars 2002, alors que la fiole de Powell, c'est un an après. Ouais. Donc, et il me dit: Sir, je pars, je suis projeté dans le Golfe, on va faire la guerre à l'Irak. Et en mois d'août, il vient me voir dans mon bureau, il me dit: Sir, je pars, j'écourte mon séjour, car je rejoins mon régiment qui part dans le Golfe. Et là, on est à peu près au mois d'août 2002, et les troupes qui se sont amassées en Irak, donc la guerre avait déjà été décidée par anticipation, quelque part, et les troupes qui se sont amassées en Irak à cette époque-là, eh bien, sont restées plusieurs mois, c'est 6-8 mois avant l'offensive réelle, c'est-à-dire qu'il faut amasser les troupes, il faut amasser la logistique qui permet de tenir. Et donc, il y avait 150 000 Américains, il y avait 260 000 troupes avec les Arabies Saoudites, avec tout ça, tout autour. Il y avait les Danois, il y avait les Britanniques, etc. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait vraisemblablement quelque chose comme 400 500 000 hommes qui étaient massés au Koweït, prêts à faire la guerre, et qui sont montés à Bagdad.
Donc il a fallu prendre Bagdad pour conquérir ce pays. Or, aujourd'hui, si on veut amasser des troupes au sol, il va falloir les faire venir des États-Unis. Et puis après, il faut faire venir la logistique. On ne part pas à la guerre comme ça. Surtout les Américains. Et puis à 6 mois des mi-termes, il faut ces 6 mois-là pour amasser, je veux dire, cette masse qui permettrait de conquérir un pays qui n'a rien à voir avec l'Irak, qui fait 1 800 000 km², qui a 92 millions d'habitants. C'est absolument pas la même masse à gober, à absorber que ce qui s'est passé en Irak, avec un régime qui est vraisemblablement en plus plus résilient. Il le montre depuis 47 ans, parce que c'est une dictature théologique, et donc les Pasdaran, les Mollahs, etc., n'ont pas envie de se faire dépouiller de leur pouvoir. Donc ça sera plus compliqué, et je rappelle quand même que si vous faites venir, il va falloir des blindés, etc. Si vous les faites venir par bateau, il faut déjà 3 semaines, 1 mois pour arriver de San Diego, et puis débarquer tout ça. Et puis où on les débarque, le détroit d'Ormuz est fermé, ça va devenir véritablement très compliqué s'ils partent du Koweït, par exemple, comme ils l'ont fait pour aller en Irak, et là ils partiraient vers l'Est. Donc il y a une difficulté, et le fait qu'ils aient annoncé assez tardivement l'éventualité de troupes au sol, parce que ce n'était pas prévu du tout au départ, hein, l'éventualité de troupes au sol. Et c'est quand même un symbole d'échec. Et ça fait des semaines qu'ils amassent un dispositif aéronaval très conséquent, avec plusieurs centaines d'avions, de porte-avions, un groupe aéronaval, des destroyers, voilà, donc des missiles Tomahawk, tout ce que l'on veut. Et ils s'aperçoivent au bout de quelques jours de guerre que ça ne va peut-être pas suffire à mettre à genoux ce régime qui est quand même résilient, qui tire sur ses alliés, sur les alliés des Américains dans la région, et qui a élargi le conflit considérablement à toute la péninsule arabique aujourd'hui. Et donc, il nous annonce que peut-être il y aura des troupes au sol, et là on est dans un engrenage qui est nettement moins maîtrisable que ce qu'ils avaient prévu au début. Monsieur, pour l'instant, il n'y a pas d'exemple de changement de régime qui est donc le but avoué d'Israël et à peu près admis par les États-Unis. Il n'y a jamais eu de changement de régime par une intervention militaire purement aérienne. En quoi cela pourrait être différent ce coup-ci? Est-ce que le régime que tu vous décrivez comme étant finalement assez puissant d'un point de vue sécuritaire pourrait s'effondrer? Donc c'est vraiment une erreur de calcul? Moi, je ne le vois pas, je ne le crois pas. On voit bien que dans Téhéran et même aux alentours, les Pasdaran maîtrisent, quadrillent. Et puis surtout, ce qui m'inquiète, c'est-à-dire que si on veut renverser un régime, il faut soit des troupes au sol, soit une résistance structurée. C'est-à-dire qu'une résistance, c'est quoi? C'est Comme en Syrie, par exemple. Oui, mais c'est d'abord un chef. Ouais. Bon, c'est qui le chef? C'est Pahlavi? Non, il est quand même très controversé. Il ne s'est pas occupé de son pays pendant 40 ans, et puis d'un seul coup, il se pose en sauveur universel. Ensuite, il faut des soldats. Où sont-ils? Je veux dire, il n'y a pas un Conseil national de la résistance structuré, avec le général de Gaulle, et des troupes armées, armées par les Alliés, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui permettent etc. Puis ensuite, il y a quand même les buts. C'est toujours les buts politiques. C'est quoi? C'est rétablir le régime Pahlavi? C'est établir une république démocratique, c'est simplement les Pasdaran qui seraient un petit peu plus fréquentables, et là, on ne sait pas très bien ce que serait ce Boubi-Boulga, en fait, qui permettrait de renverser le régime des Pasdaran. Donc il y a toutes ces inconnues, avec en plus une inquiétude. Moi, au mois de janvier, j'ai eu un moment, j'ai dit, tiens, on est peut-être arrivé à un moment de bascule, au mois de janvier, quand il y a eu et c'était intéressant. Et on n'a pas vu d'un seul coup le surmultiplier de la population, d'un mouvement de résistance structuré qui a commencé à essayer de prendre le pouvoir. Non, il y a 30 000 morts, il y a des gens qui se sont fait massacrer par un régime qui a repris systématiquement et très brutalement le contrôle de son pays, alors même qu'en face, on n'a rien vu de structuré qui était capable de s'y opposer. Et c'est ça, en fait, qui me rend un petit peu pessimiste. Bien entendu, je suis comme tout le monde. Moi, si ce régime tombe, je serai le premier avis. Mais quand je regarde militairement, que j'analyse de manière brute et militairement la chose, je ne vois pas les ingrédients qui amènent systématiquement à la chute du pays. Alors après, on peut avoir une surprise stratégique. Il peut y avoir une révolution de palais, il peut y avoir d'un seul coup un sursaut, etc. Mais dans ce que je vois aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne le vois pas. Et je dis toujours, ce régime, il suffit qu'il fasse le gros dos et qu'il attende, parce que les moyens des Américains ne sont pas infinis. À un moment donné, ils seront peut-être aussi un petit peu à court de munitions. Ça coûte des centaines de millions de dollars de conserver ces troupes dans la région. Combien de temps les Américains pourront-ils tenir? Avec cette question corollaire, combien de temps les Iraniens peuvent-ils tenir avec leurs missiles? On pense qu'ils en ont 2000. Combien de temps ils peuvent continuer à bombarder leurs alliés? Et donc là, véritablement, on peut dire que la victoire appartient à celui qui sait souffrir le dernier quart d'heure. Et je veux dire que le temps joue plutôt, à mon avis, pour l'Iran que pour les États-Unis, avec les mi-termes qui arrivent. Donc c'est aussi un élément capital pour Donald Trump.
Parce que dans l'erreur d'analyse, c'est de comparer la puissance des 2 acteurs sans voir effectivement que l'un peut souffrir plus que l'autre Bien et sûr. que, disons que pour, le régime, le seul fait de survivre est une victoire, alors que, pour les États-Unis, tout autre que le renversement d'un régime et l'installation d'un régime pro-américain est une défaite. Voilà, exactement. Et puis, Donald Trump a besoin de résultats absolument rapides. Et puis, regardez l'exemple vietnamien. Les Vietnamiens ont infiniment plus souffert que les Américains, qui ont dû avoir 30 000 à 40 000 morts. De l'autre côté, ça se compte en millions. Et pourtant, c'est le Vietnam qui a gagné. Parce que à partir du moment où il y a un sens au combat, et les mollahs en ont un. C'est le chiisme radical, le dur, la religion. C'est pas simplement le régime Maduro ou un régime quelconque bolivarien où on retourne sa veste, etc. Si les gens sont religieux, sont croyants, ils ont tendance effectivement à croire effectivement qu'ils sont transcendés par quelque chose qui les dépasse et puis aller au bout du combat. Et donc là, il y a quand même avantage à l'Iran, il faut le dire, même si ce régime est un des régimes criminels, bien entendu, du 20e et du 21e siècle, mais c'est pas de le dire qu'il fait tomber, malheureusement. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans de nombreux débats une confusion entre, ce qui est souhaitable et ce qui est possible? On l'a vu déjà sur l'Ukraine, on le voit là aussi un peu. Beaucoup de gens prennent leur désir pour des vérités. Et effectivement, je crois qu'il y a peu de gens en France qui défendent le régime des mollahs. Et quand on rappelle d'ailleurs le droit international, on est accusé de défendre le régime des mollahs, alors qu'on fait juste un rappel du droit international. Oui. Mais le fait, de ne pas l'avoir, en sympathie, ça veut pas il peut très bien durer par la répression Oui. et à la tête d'un pays ruiné. Ouais, absolument, et c'est un peu mon analyse. Je déteste le régime des mollahs. Je suis le régime de Khamenei, la mort de Khamenei me dérange pas du tout. Je souhaiterais que ce régime dégage assez rapidement, et malheureusement, c'est pas forcément ce que je vois. Et alors, on parle du faisable et du possible, mais je rappelle que Richelieu disait la politique, ça n'est pas l'art du possible, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Donc, il y a aussi la volonté qui rentre derrière, et dans ce qui est dans la volonté, les Iraniens ne sont pas les derniers non plus. Ils savent où ils vont parce qu'ils jouent, eux, la survie de leur régime. Donc, ils sont dos au mur, ils sont obligés d'aller au bout de leur logique. Alors que de l'autre côté, Donald Trump est quand même plus fantasque et il peut très bien, demain matin, dire écoutez, moi je m'en vais, hein, j'ai tué Khamenei, mission accomplie, et puis je vais laisser les Israéliens finir le job, par exemple. Il va déguiser cela. Bon. Est-ce que finalement le péché originel, c'est pas la rupture de l'accord 5+1 qui avait été signé par Obama, mais aussi par la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni, et qui a été déchiré par Trump, alors qu'il y avait quand même une intégration de l'Iran, une réintégration de Bien sûr. l'Iran dans la société internationale. Bien sûr, il y a eu l'accord de 2015 qui a été rompu en 2018 par Donald Trump, qui aujourd'hui essaye d'imposer par la force l'accord de 2015 qu'il a lui-même rompu. Vous voyez un petit peu la contradiction de cette affaire-là. Et puis derrière, il y a quand même quelque chose que l'on voit, c'est que les MAGA, il y a un côté aussi, le côté mal alpha de la puissance pure, qui veulent absolument, qui veulent démontrer que les États-Unis sont la puissance absolument, la plus grande puissance du monde, et que rien ne peut leur résister, l'armée la plus puissante, etc. Et donc, il se peut aussi que dans les MAGA, certains veulent aller au bout de la logique. Donc on va voir, on est quand même au milieu du gué, il va falloir voir ce qui va se passer, je dirais, dans les jours et dans les semaines qui vont venir. Parce que si les Israéliens disent bon, bah, j'arrête, nous on a rempli notre mission, que peut faire Israël? Continuer seul ou se dire en fait on arrête également? Il y a toujours un moment où il serait même difficile pour eux de continuer sans les Iraniens. Alors moi je crois qu'Israël veut continuer parce qu'elle l'avait prouvé en juin, elle veut continuer, et en juin elle s'est fait rattraper par les bretelles, hein. C'est quasiment les avions en l'air qui ont fait demi-tour en fait. Bon. Maintenant, si Trump décide on arrête le jeu, maintenant, tac, je pense que les Israéliens sont obligés d'arrêter parce qu'ils sont équipés américains, ils sont ravitaillés américains, c'est des F-15, c'est des F-16, c'est tout leur matériel américain, c'est des patriotes, etc. Si les Américains disent allez, maintenant on siffle la fin de partie, je pense que Netanyahou peut crier tout ce qu'il veut, il suivra Donald Trump. Maintenant, il y a aussi la solution intermédiaire, c'est écoutez, nous on se retire, mais on continue à vous soutenir, finissez le job, hein, nous on a fait notre part du boulot, et puis allez-y. Mais jusqu'où? Parce qu'en fait, là, est-ce que l'Iran n'a pas fait aussi un choix un peu dangereux de s'attaquer aux pays arabes du Golfe et de les solidariser en réalité avec Israël et les États-Unis? Parce qu'il y a des pays qui étaient pas mal disposés à l'égard de l'Iran. Oui, c'est vrai, Qui, mais vous avez des solutions. Oui, il y en a qui disent que c'est dangereux, puis il y en a qui disent que c'est bien joué parce qu'ils mettent la pression sur ces pays-là. Oui. C'est-à-dire que c'est des pays qui n'ont pas une grosse armée,
qui ne sont pas non plus réputés comme des guerriers du Moyen-Orient. Hein, je veux dire, même l'Arabie Saoudite, au Yémen, ont quand même beaucoup de difficultés malgré une armée pléthorique. Et on commence à bombarder leurs raffineries, le pétrole ne s'exporte plus, donc il peut y avoir une pression aussi de ces pays-là sur les Américains et les Israéliens en disant bon, maintenant arrêtez un peu vos conneries, quoi. Ça devient un petit peu compliqué. Et sur le plan militaire, il y a quelque chose qui est pas mal joué, je le rappelle toujours, moi, c'est ils exploitent la faiblesse du dispositif américano-israélien, c'est la taille de la péninsule arabique avec des bases extrêmement, si vous voulez, étalées un petit peu partout. Donc, c'est vaporisé un petit peu sur tout le Moyen-Orient. Et donc, c'est extrêmement difficile à défendre. Et donc, ils exploitent cette faiblesse stratégique de la taille de l'espace aérien à défendre. Et en fait, c'est un espace aérien qui n'est absolument pas étanche. Il n'est déjà pas entièrement sur Israël, mais il y a quand même le dôme de fer, je crois qu'il y a 3 couches, hein, les dômes de fer, la fronde de David, le système Arrow au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Qatar? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus des Émirats Arabes Unis? Et donc cette taille est une véritable faiblesse. Et donc l'effet politique de taper sur ces pays-là est absolument surdimensionné avec les effets militaires, c'est-à-dire les dégâts qu'ils occasionnent. C'est véritable, c'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire qu'au monde, ils montrent qu'ils sont capables, même d'une manière dissymétrique, de faire quasiment jeu à égal. Mais on sait que c'est pas vrai. Il y a une disproportion des forces, c'est absolument colossal. Mais ils arrivent à gêner. Mais dans les images que nous montrent les médias, eh ben, ça tombe sur les Émirats Arabes Unis. Il y a l'ambassade à Riyad qui a été bombardée. Il y a une raffinerie en Arabie Saoudite. Il y a l'autre jour, c'était, je crois, 400 drones qui sont tombés du côté aussi des AU. Et donc, ils montrent qu'ils continuent à faire du mal. Donc, l'image au monde n'est pas celle d'un pays qui est en train de s'écrouler et d'un pays qui a une résilience. Et donc, sur le plan médiatique et politique, je trouve que c'est assez bien joué, en fait, malheureusement. Alors en fait, la grande force de l'Iran, c'est pas sa puissance, c'est sa capacité de nuisance. Alors, c'est bien sûr, c'est sa capacité de nuisance et c'est sa résilience. Je dirais que c'est les deux forces. Sur le plan militaire, ça En fait, ils n'ont pas le choix, les Iraniens. Soit ils tombent, et s'ils tombent, ils ne seront pas réintégrés dans l'armée, ils ne seront pas... alors peut-être que si, parce qu'il y a eu quand même l'exemple irakien où on a vu que quand on décapite tout, au bout d'un moment, on crée le chaos. Donc je veux dire, je crois qu'ils n'ont pas intérêt à tout décapiter et qu'il faudra bien qu'ils... ils ont compris, je pense, là, les Américains, que même s'ils font tomber le régime, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent quand même avec des gens qui ont été un peu trempés dans le système. Comme on l'a fait avec le Japon, comme on l'a fait avec l'Allemagne. Mais ce qui leur reste là aujourd'hui, c'est véritablement une grosse capacité de nuisance, parce que c'est pas la force militaire, on le voit bien. Même, comme je le disais, ce qu'ils tapent, les effets militaires sont négligeables, finalement. Bon, il y a eu un mort là, machin, un hangar qui est tombé, bon. C'est véritablement l'image qu'ils donnent au monde de la résilience. Ensuite, sur le plan de la nuisance, quand on a, paraît-il, coulé la flotte, très bien, mais il reste les vedettes rapides. Et avec quelques vedettes rapides, on bloque le détroit d'Ormuz, 33 km de large, on bloque absolument comme on veut. Et donc là, c'est 20% du commerce mondial du pétrole qui circule. Et donc là, le pouvoir de nuisance est absolument surdimensionné par rapport à la force militaire de l'Iran de toute manière. Donc s'ils arrivent à durer comme ça, d'ailleurs on voit bien que ça va être compliqué, on voit bien que Donald Trump a commencé à s'énerver, il a dit on va escorter les bateaux, il a sommé les compagnies d'assurance d'assurer à vil prix les bâtiments pour qu'ils puissent continuer à franchir le détroit d'Ormuz. Ça prouve qu'il y a une certaine nervosité sur la capacité de nuisance tout à fait considérable. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment la résilience. Moi, les Iraniens, s'il n'y a pas de troupes au sol, il suffit de faire le gros dos et puis d'attendre que ça arrête de tirer. Et puis ils seront là dans 6 mois. C'est ça le véritable danger. À partir du moment où on n'a pas prévu le coup d'après, et puis même quand on a prévu le coup d'après, la sortie de crise. Je trouvais que moi, je ne suis pas un fanat de Trump, mais j'avais trouvé qu'en juin et au Venezuela, la sortie de crise était un succès. C'est-à-dire, il tape court, c'est pas forcément décisif, mais il sait s'extraire. Là, s'il se laisse l'engrenage, la sortie de crise risque d'être beaucoup plus difficile. Et les sorties de crise, depuis la Deuxième Guerre mondiale, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez quelle sortie de crise a été un véritable succès. Vietnam, c'est la catastrophe. L'Irak, c'est la catastrophe. En France, la Libye. Enfin,
succès militaire considérable. Moi, j'étais à l'époque, je m'occupais du rétex de l'armée de terre, du retour d'expérience. J'ai fait le débriefing d'Armatan. On a écrit pour dire comment c'était passé. C'est un succès militaire considérable. On a détruit 400 blindés, machin, avec des hélicoptères. On n'a pas eu un mort. On a fait vraiment un travail remarquable sur le plan militaire. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dissémination de tout l'arsenal de Kadhafi dans la bande sahélo-saharienne. C'est-à-dire que militairement, une victoire militaire absolument incontestable, et sur le plan stratégique, un désastre absolu. Je rappelle qu'il y a 25 ans, on faisait le Paris-Dakar. Et maintenant, la bande sahélo-saharienne, on fait la guerre. Donc alors là, et moi, je me souviens, juste après la fin du conflit, 2 mois après, les services alertaient déjà que le matériel était en train de s'exfiltrer vers le sud. Et donc, on a armé tous ces mouvements djihadistes, islamistes, etc. Donc, la victoire militaire ne signifie pas la victoire stratégique. Et quelquefois, la victoire militaire signifie la débâcle stratégique. La Libye en est exemple absolument considérable. Et l'Irak également. Hein, 91, et puis après 2003, puis on n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Voilà. Est-ce que les Américains peuvent aussi tenir longtemps? Parce qu'eux aussi, ils disent qu'ils ne peuvent plus envoyer de munitions en Ukraine parce qu'ils sont à la limite. Là, au rythme où Trump s'est vanté d'avoir bombardé plus que n'importe quelle autre opération, est-ce qu'ils ont en fait les stocks pour durer longtemps? Eh bien, c'est la vraie question, parce que les États-Unis ne sont pas en état de guerre, et puis les munitions aujourd'hui, il ne suffit pas de tourner des obus de 155 comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. La vraie question, c'est pour un missile, des fois, il faut 6 mois pour le fabriquer. Donc c'est un problème industriel, là, pour le coup. Et je pense qu'il y a quand même il y a des limites. Et donc, véritablement, il est possible qu'il y ait un coup de bluff des Américains sur leur stock véritable, et ils comptent sur une campagne plutôt courte, et que si ça dure, eh bien, ça sera compliqué. On l'a vu en juin avec les Israéliens, car quand les Iraniens ont continué à tirer sur Israël, on se souvient bien, à un moment, eh bien, la couverture antiaérienne est devenue insuffisante, et les coups sont arrivés plus fréquemment avec des dégâts, et puis même des morts. Pourquoi? Parce que les munitions commençaient à s'épuiser. Et puis ça coûte très très cher. Une munition Patriot, c'est plusieurs millions de dollars, etc. etc. Quand vous balancez des Tomahawks, ça coûte très cher. Et donc, à un moment donné, vous avez à la fois un problème industriel, et puis vous allez avoir un coût de la guerre qui va être absolument En plus, si le prix de l'énergie augmente, ça va être il y a quand même un risque de crise mondiale. Il y a un risque de risque de crise mondiale, et puis il y aura vraisemblablement une pression d'un certain nombre de pays pour pouvoir continuer pour pouvoir rétablir le commerce mondial. Et dans la pression, le moindre n'est pas la Chine, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, où une grande partie de son commerce de ce pétrole se fait par le détroit. Oui, mais elle n'a pas une moyenne de pression sur les États-Unis. La Chine n'a pas de moyen de pression sur les États-Unis. Non, mais la Chine, si elle commence à dire arrêtez vos bêtises, parce que sinon on va vous couper les terres rares, parce que vous commencez à nous enquiquiner très très sérieusement, je pense que Donald Trump va commencer à réfléchir. Ils ont des moyens de pression sur les États-Unis, je le crois franchement. Et ils ont un pouvoir de nuisance aussi. Imaginons que ils disent on va approvisionner l'Iran, si vous continuez vos bêtises, eh bien nous on va commencer à les approvisionner. Mais en même temps, pour l'instant, il ne livre pas d'armes à l'Iran, il laisse se débrouiller, mais là, il pourrait intervenir. Et les Chinois, c'est pour dire aux pays du Sud global, regardez quel est le pays qui est stable, quel est le pays qui est stabilisateur de la situation mondiale, c'est nous, et les États-Unis viennent perturber partout. Non, mais bien entendu, parce que le grand pays perturbateur, ce sont les États-Unis aujourd'hui, et il faut bien regarder que le Sud global aujourd'hui compte de plus en plus. Vous avez l'Inde aussi qui peut être impactée, et puis après vous avez quand même des géants comme le Brésil qui ne sont pas forcément favorables aux États-Unis, etc., qui peuvent peser. Et donc il n'y a pas quand même une grande... le Sud global est pas forcément favorable aux Américains, et peut avoir une patience assez limitée par rapport à ce qui se passe. Si le pétrole continue à augmenter, il a déjà augmenté, il est passé de 60 à $80, il va continuer à augmenter, tout le monde va souffrir. Tout le monde va souffrir, et c'est aussi une des limites de l'action de Trump. D'ailleurs, on voit, comme je le disais, qu'il devient assez nerveux sur la circulation dans le détroit d'Ormuz. Peut-être ont-ils sous-estimé cette capacité nuisante dont je parle, c'est-à-dire, sans être capable de gagner sur le plan militaire, causer suffisamment d'ennuis sur le plan planétaire, en bloquant 20% du pétrole mondial, pour
peser sur le cours des événements et faire en sorte que les autres pays disent maintenant aux Américains, vous commencez à nous enquiquiner sérieusement. Alors, la Russie peut perdre un allié, mais en même temps, pendant ça, on ne parle pas de l'Ukraine et il y aura moins de munitions envoyées à l'Ukraine. Ah bah, du côté américain, vraisemblablement. Là, je pense que c'est un problème qui en est un petit peu moins un aujourd'hui, dans la mesure où l'Ukraine, aujourd'hui, est capable d'approvisionner à peu près à 40% à partir de sa propre production son armée. On a vu par exemple que le missile Flamingo, on réclamait le missile Tomahawk par exemple à Corée-Cri. Le missile Tomahawk, on réclamait les attaques MS, vous savez, ça va à 150-300 km. Et puis maintenant, ils sont capables d'avoir une production de missiles qui leur permet de taper dans la profondeur jusqu'à 1000, 2000, 2500 km. Donc on a véritablement changé de monde. Donc ils sont aujourd'hui moins dépendants des États-Unis. C'est clair que les États-Unis, avec la guerre qui s'engage, vont avoir leurs ressources qui vont être mobilisées vers le Moyen-Orient. Et il est vraisemblable que l'Ukraine puisse moins compter sur eux, vraisemblablement. Mais il faut bien se rappeler que du côté européen, on a quand même, on leur a filé 90 milliards de dollars. Je crois que c'est l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. C'est 45 milliards de plus. Il y a pratiquement 150 milliards pour l'achat d'armements qui ont été votés et qui permettront, en plus de la capacité propre de production de l'Ukraine, véritablement de suppléer, pas complètement, mais de suppléer de plus en plus ce qu'approvisionnaient les Américains jusqu'à présent. Et je pense que ça va s'amplifier. On n'est plus dans la situation de 2023-2024. Et on le voit bien, hein, la capacité de résilience de l'Ukraine, aujourd'hui, est plus importante qu'elle n'était avant. Et les Russes ont été absolument incapables de percer. On voit même des contre-attaques ponctuelles qui sont capables de regagner un certain nombre de positions. On voit que dans la profondeur, ils attaquent des cibles de plus en plus dans la profondeur. C'est intéressant également. Je parlais de la taille, par exemple, du Moyen-Orient, de la péninsule arabo-persique, qui était une faiblesse finalement pour le dispositif des Américains. Eh bien, c'est pareil pour les Russes. La profondeur stratégique a toujours été un énorme avantage pour les Russes. C'est-à-dire que dans le temps de Napoléon, on se recule et puis on attend qu'ils se dissolvent dans l'hiver. Eh bien, ils ont reculé leur production. Il y en a qui sont vers l'Est. Et puis aujourd'hui, eh bien, cette production n'est plus à l'abri. Et le pays est tellement grand qu'il est impossible d'assurer une couverture aérienne qui soit étanche. Et donc, cette protection séculaire qui est des 17 millions de kilomètres carrés de l'Empire russe devient presque une faiblesse parce qu'il est quasiment, ce volume, à partir du moment où tout est atteignable, devient impossible à défendre. C'est vraiment intéressant. C'est une inversion historique de la taille qui protégeait historiquement la Russie. Merci, Général Richoux.